Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue à votre émission qui jette un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueurs du magazine Le Verbe, Antoine Malenfant. Bonjour. James Langlois. Salut Simon, bonne année. Bonne année. Et pour la première fois à l'émission, Brigitte Bédard. Salut Simon. Bonne année à vous trois. Avez-vous pris une résolution cette année? Non. Non, aucune, Brigitte. Non. Non, t'es contre ça, les résolutions? Non, je suis pas contre ça, mais j'y ai même pas pensé. Là. Tu n'y as même pas pensé. Toi, Moi, James? j'ai suivi ton antique conseil. J'ai pris la résolution de ne pas prendre de résolution. Bon, ben toi, c'est pas si facile à tenir que ça. Et toi, Antoine? Moi, c'était un peu gênant. Là. Je sais pas si j'en Vas-y, parle. on est juste Ah, entre ouais. nous avec Juste nos entre quelques nous. milliers d'auditeurs. Moi, j'ai commencé à prendre du bide un peu là, dans les c'est l'âge. dernières années. Ouais, Ah, c'est ouais. ça. Fait que Ah, là, ouais. on dirait que je me reconnais là, dans les... je pense que c'est le tiers des Québécois là, qui sont préoccupés, Tu prends la préoccupés résolution par la leur plus poids. classique au monde. Ah ouais, je suis hyper mainstream, là, excusez l'anglicisme, mais c'est très convenu mon affaire. J'aimerais ça, perdre ma C'est fait de bedaine. prescrire l'Ozempic. Ah non. Non, come mais on. je suis Fais de pas, je l'exercice. suis pas rendu à la chirurgie bariatrique. Là. Non, moi, je fais pas de régime, pas d'affaires de même. C'est de faire du sport. Peu importe la bedaine ou pas, j'aimerais ça m'activer un peu plus. là, Ben, puis- c'est ça. Puis couper un peu le dessert. Non, Recommencer à venir au vélo. J'en prends à un vélo. peu. j'en prends pas de dessert. Hein. Je suis plus d'une dent salée. Mais... Commenter Ah, l'actualité, c'est une forme de sport, non? Ça, c'est vrai. soulève les émotions, L'année les passions. l'année commence sur les chapeaux de roue en plus. Alors, aujourd'hui, durant la prochaine demi-heure, nous parlerons justement ensemble, entre autres, du célèbre acteur américain Shia LaBeouf. Sa conversion récente au Christ est-elle un signe des temps? Ce sera en toute fin d'émission avec Brigitte. Nous reviendrons aussi sur la déclaration Fiducia Supplicans du Vatican. Que dirait réellement le pape sur les couples homosexuels? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec le point de vue d'Antoine Malenfant sur la fin de la grève des enseignants et le retour des élèves en classe au Québec. Antoine Malenfant, après plusieurs semaines de grève, les enseignants sont retournés au boulot cette semaine. Par conséquent, les milliers d'élèves ont aussi repris le chemin des classes. Antoine, t'es pas trop déçu que tes grands ados reprennent les cours? Et que non. Non, il était j'en ai deux là, qui sont au secondaire, là, qui étaient dont l'école, là, leur école était touchée là, par la grève de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, qui durait depuis le 23 novembre, je pense, mais ajoutons à ça les grèves du Front commun, ça veut dire qu'il était arrêté depuis le 21 novembre. C'est, je pense, 23 ou 24 jours sans école. Ajoutons à ça le congé des fêtes. Bon. Puis la tempête de cette semaine. La tempête de Ouais, cette c'est ça. semaine. Bref, ils vont pas à l'école souvent, ces grands tarlas-là. Puis ça tourne en rond là, dans la maison. Il était temps, vraiment. Tu sais, quand un adolescent en vient à te dire « j'ai hâte que l'école commence », là, Ben là, c'est pas normal. c'est là. pas normal. Ça veut dire que ça fait longtemps en titi il a hâte de voir ses amis, même ses profs, d'être nourri, stimulé un peu intellectuellement. Fait que ça, c'est une bonne chose. Oui, Parce que vous ne le stimulez pas à la maison. Pas en c'est ça? tout. Non. Ben c'est le moins ça. Je veux possible. dire, tu le kick out de la maison. Je vais parler comme eux autres, comme mes ados. Ouais, genre. Kick out de la maison, tu sais. ouais, c'est ça. Qui aille faire des mauvais coups au parc du quartier. Ben, non, c'est ça ça. va. Qu'est-ce que tu penses, Antoine, là, du plan de rattrapage qui a été proposé par le ministre de l'Éducation? On n'a pas vraiment tous les détails en ce moment. Non, on n'a pas beaucoup de détails. Il y en a quelques-uns qui ont fuité. Là. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a eu des fuites. Le Front commun a déposé sur son site quelques minutes, quelques heures, le contenu de l'entente, l'a retiré ensuite. Il y a du monde qui ont pris le temps de faire des captures d'écran. Bon, puis ça a circulé. Il va y avoir des rencontres syndicales dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, où là, les regroupements syndicaux vont pouvoir parler à leurs membres, échanger et faire voter cette entente-là du gouvernement. Ce qu'on sait, les fuites qu'il y a eu essentiellement, c'est au niveau salarial, un peu sur les congés. On parle de quoi? De 17 et un peu sur les d'augmentation? Oui, 17,4 Tu sais, c'est on pourrait dire tout ça pour ça, parce que c'est à peu près à mi-chemin entre la proposition syndicale et la proposition patronale. On était à 12 du côté patronal, 22-23 je pense, du côté syndical. Finalement, on s'est rejoint au milieu, là, comme toute négociation.
c'était presque prévisible là, qu'on allait arriver là en bout de ligne. Ça aurait pu être évité en réglant ça un peu plus tôt. Mais est-ce que vraiment l'argent va régler tous les problèmes dont on a déjà parlé Ben non. à l'émission, Ben non. ou il semble que c'est un problème peut-être plus de société ou de culture en ce moment qui affecte le système d'éducation? Il faut pas se leurrer, là, c'est pas en augmentant les salaires des profs. D'ailleurs, eux-mêmes le disaient, hein, c'est pas juste une question de salaire, c'est une question de conditions de travail, c'est une question aussi de climat dans les classes. Là, ça commence par ce qui se passe à la maison. Puis bon, on sait bien qu'à la maison, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas toujours rose. J'allais dire, on rejette l'autorité partout. C'est ça. Ça peut peut-être les encourager à déserter un peu moins la profession, là. Bon. Mais je pense que le cœur, il y avait quelque chose au niveau de la quantité d'élèves par classe. Ouais. Ça semblait être vraiment important de diminuer de moitié. Mais là, ça prend plus de profs, ça Il y en prend a plus pas plus de d'intervenants. Ben, c'est ça. Alors, comment on peut résoudre Je ce sais pas. problème-là? Je sais pas, j'ai bien hâte de voir le contenu en détail là, de cette entente-là, mais je serais pas étonné que dans 3-4 ans, on retourne dans le même scénario. Ce qui est intéressant, ce que je voulais souligner, là, deux choses, Simon. C'est que pendant que les élèves n'étaient pas là, Thomas Gerbet de Radio-Canada nous rapportait que les souris en ont profité pour danser hein, quand le chat n'est pas là. Il y a eu des infestations de vermine dans plusieurs écoles de la Commission scolaire de Montréal, Centre de services scolaire de Montréal, dans le Bas-Saint-Laurent aussi. On le sait qu'il y a à peu près 53% des écoles qui sont jugées en très mauvais état au Québec. Là. Donc, ça veut dire des fissures. Une souris, là, ça prend gros comme un 10 cents pour rentrer dans une craque. Un rat un petit peu plus gros. Là, mais... Avoir su que la grève aurait été aussi longue, on aurait pu en profiter pour faire des rénovations. Ben peut-être, hein, je sais pas. Il y avait le Front commun aussi, là, tous les employés de soutien qui étaient en grève à certains moments. Ils ne pouvaient pas franchir les lignes de piquetage dans ces écoles-là. Il y avait des lignes de piquetage des profs. C'était assez complexe, mais c'est vrai que c'est un peu une occasion manquée. Alors les écoles sont vétustes. Il y a des profs qui ont retrouvé des excréments de souris, de rats, de l'urine en retournant en classe cette semaine. C'est pas très réjouissant. J'ai bien compris ton premier point. Quel est ton deuxième? Mon deuxième point, un peu plus réjouissant, c'est le plan de rattrapage qui a été élaboré par le ministère. En fait, c'est quelque chose comme un montant d'argent avec pas ben de plan. Et pourquoi je me réjouis de ça, c'est que pour une fois, on a un gouvernement qui est très, très, très centralisateur depuis 5-6 ans, qui est au pouvoir, qui a compris que peut-être que des fois, la bonne chose à faire, c'est de laisser aux gens sur le terrain le soin d'élaborer la bonne stratégie pour prendre soin des gens qui sont gouvernés. Alors là, le mot d'ordre, là, c'est la flexibilité. Dans telle école, on a plus de besoins, on a besoin d'avoir plus telle approche ou tel élève a tel besoin pour rattraper le temps perdu. Ben parfait, on va s'adapter à ce qui se passe sur le terrain plutôt que d'avoir une espèce de politique mur à mur. Voici, on va couper la semaine de relâche pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment chapeau bas pour le ministre Drainville qui avait besoin d'amour, on va se le dire. Mais est-ce que ça devrait pas toujours être comme ça, justement? Ben oui, Brigitte, mais tu sais... Hein, dans un monde idéal. La vie étant ce qu'elle est. Ouais. Ah, voilà. On a bien hâte de connaître les détails de cette entente de principe. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Plaisir. James Langlois, une semaine avant Noël, le 18 décembre dernier, le Vatican a publié, avec l'autorisation du pape François, la déclaration Fiducia Supplicans, ce qui veut dire confiance suppliante en latin. Cette déclaration autorise la bénédiction non sacramentelle par un prêtre de couple considéré par l'Église catholique comme étant en situation irrégulière. Donc, ça peut inclure les couples homosexuels ou les couples qu'on dit divorcés, remariés. Dès sa publication, cette déclaration a suscité les passions de tous les côtés et continue à susciter bien des discussions. James, qu'est-ce que l'Église a réellement promu dans cette déclaration? Est-ce qu'on peut dire, comme certains médias, là, que c'est une approbation d'actes homosexuels ou un premier pas vers la reconnaissance du mariage gay? Non, pas du tout. Puis d'ailleurs, au début janvier, le préfet Fernandez de la Congrégation pour la doctrine de la foi est obligé de faire un communiqué de presse pour un peu aider à la réception du document parce que, comme souvent, ça a tellement créé d'interprétations, de réactions que là, il sentait le besoin de recadrer un peu les choses. D'une part, en disant qu'à plusieurs reprises dans le communiqué de presse, on répète que
il n'est pas question du tout de, lorsque les prêtres sont invités à bénir un couple de même sexe, d'accepter ou de ratifier la réalité ou même de mener à un mariage, là. Donc ça, c'est très clair. Puis dans les documents aussi, c'est très clair à plusieurs reprises qu'il ne s'agit pas de changer la doctrine traditionnelle à l'effet que le mariage, par excellence, le mariage sacramentel est réservé à un couple homme et femme. Alors, pourquoi bénir des couples, pas seulement homosexuels, là, toute forme de couple qui n'est pas, disons, dans une situation régulière de mariage catholique? C'est quoi l'intention derrière tout ça? Bien, c'est certain qu'en fonction de la doctrine de l'Église, il peut y avoir justement certaines réalités amoureuses, comme justement des divorcés remariés, parce que dans les médias, il est beaucoup sorti la question des couples homosexuels, mais le document ne parle pas que d'eux, il parle justement de... Ceux qui sont en concubinage. C'est ça, donc ce que l'Église appelle une situation irrégulière. C'est certain que souvent, ces couples-là peuvent se sentir exclus de l'Église, peuvent se sentir comme des gens de seconde ordre ou comme s'ils n'avaient pas le droit à la miséricorde de Dieu ou de cheminer. Ils n'avaient aucune place dans le plan de Dieu ou dans la vie de l'Église. C'est ça. Donc là, ce que le pape fait, avec la collaboration de ses cardinaux puis de la doctrine de la foi, c'est d'essayer d'ouvrir une brèche, finalement, de tendre une perche là où c'est possible à travers la doctrine pour essayer de rejoindre ces gens-là en disant, voici, il est possible dans un cadre non liturgique, qui ne ressemble pas du tout à un cadre sacramentel, donc pas dans un lieu sacré, pas avec des vêtements liturgiques, etc. D'une manière très simple, en quelques secondes, pas dans le cadre d'un rituel, de bénir simplement, parce que surtout dans des cadres de pèlerinage ou de sanctuaire, il peut y avoir justement des gens qui vont dans toutes sortes de situations, vont visiter et sentent le besoin de se rapprocher de Dieu, de demander de l'aide, de demander une bénédiction. Et c'est là où c'est quelque chose qui pratiquement se faisait déjà et se fait déjà. Ça veut dire quoi, bénir, James? C'est quoi donner une bénédiction? Parce que là, on parle de bénir comme si c'était... une sanction ou un saut, une approbation. Une approbation. Ouais. C'est-tu la même chose, James? Non, c'est ça. Puis ça, c'est d'autant plus intéressant que justement la déclaration ne porte pas en premier. C'est pas une déclaration pour dire on peut bénir les couples homosexuels. C'est une déclaration qui veut parler de la signification pastorale des bénédictions. Et qui mène justement au fait des bénédictions des couples irrégulières. Donc, le document passe beaucoup de temps à nous expliquer c'est quoi la bénédiction, comment c'est considéré dans l'Église. Donc, dans le cadre liturgique, c'est ce qu'on appelle des sacramentaux. Donc, c'est des actions qui nous disposent à accueillir la grâce. Puis, donc, bénédiction, c'est, en un sens premier, c'est dire du bien. Donc, dans la Bible, dans l'histoire sainte, on voit ça beaucoup, dire du bien. Dieu il y a des bénédictions qui descendent de Dieu vers l'homme, c'est-à-dire de Dieu qui veut le bien des hommes. Puis ensuite, les êtres humains répondent à ces bénédictions-là de Dieu descendantes par des bénédictions ascendantes. Donc, je te bénis, Seigneur, pour telle et telle chose. Donc, c'est ça, on dit du bien de Dieu. James, bénir, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. On bénit des personnes, des familles, on bénit... Moi, j'ai béni mes enfants au jour de l'an. Ben oui, c'est une belle tradition québécoise, entre autres. Ils ne sont pas parfaits pourtant. Là. Non, c'est ça. Mais le document dit quand même qu'il amène quelque chose de nouveau. C'est ça ma question. En quoi c'est nouveau? Je veux dire, des couples ont souvent demandé de se faire bénir, des groupes qui partent en pèlerinage ont demandé de se faire bénir, on bénit même des chiens, des motos, des maisons. Moi-même, j'ai été béni et je suis un grand pécheur. Alors, je vois pas ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Moi aussi. Ben voyons. Donc, c'est ça, le document le dit très clairement. La nouveauté n'est pas dans le fait de bénir des personnes, des couples de même sexe. Parce que ça, comme on le dit, ça se faisait déjà concrètement, pastoralement. Il y a toutes sortes de bénédictions. Jamais qu'il est dans le but de bénir une union. Le document est très clair, c'est de bénir des personnes, un couple. Puis, mais c'est ça, la nouveauté est dans le fait que l'Église s'est mise à réfléchir à la signification pastorale des bénédictions populaires, qui ne sont pas des bénédictions liturgiques qui se déroulent dans des cadres liturgiques. Et ça, comme on le dit, c'est quelque chose qui existe déjà concrètement depuis longtemps, mais c'est la première fois que l'Église, d'une manière théologique, se penche là-dessus de manière formelle. Tu as raison, je pense que c'est le premier texte officiel du magistère de l'Église catholique qui réfléchit au sens d'une bénédiction, comme tu dis, populaire. Évidemment, c'est arrivé dans ce cadre-là, mais c'est suite aussi à une réflexion en amont ou dans le contexte où justement il y a des événements dans l'Église, il y a des questions posées par des cardinaux au pape, où là, le pape est amené à répondre justement à la question des bénédictions de l'union des personnes de même sexe qui se déroulent dans certains diocèses où ça ne devrait pas être permis normalement. Mais certaines conférences épiscopales, on parle de l'Allemagne entre autres, mais là, c'est là où le pape dit, attention, comment est-ce qu'on peut
tout en respectant la doctrine de l'Église, apporter un élément de miséricorde ou un élément de... C'est ça, dans le fond, c'est très périphérie. dans la logique pastorale du pape François depuis le début de son pontificat, de dire toute personne a un chemin pour se rapprocher de Dieu. Tout à fait. C'est vraiment dans cette logique-là, toujours, qui est d'aller aux périphéries pour rejoindre ceux C'est qui sont de loin de prendre la l'Église. personne là où elle est, Exactement. puis qui elle-même désire se rapprocher de Dieu. Puis donc, dans le fond, c'est un coup de pouce, c'est une aide pour dire, ben oui, tu es bienvenu, puis on verra avec le cheminement où est-ce que tu es rendu, puis où tu t'en vas. Par ailleurs, ce qu'on pourrait dire aussi, ce qui est quand même relativement nouveau dans le discours de l'Église, c'est que on continue de dire que les actes homosexuels sont répréhensibles, mais on dit quand même que dans cette réalité-là, il peut y avoir de belles et bonnes choses aussi. Il peut y avoir de l'entraide, de l'amitié. C'est ça. Puis que c'est pas les gens qui vivent cette réalité-là et ne comme sont d'ailleurs pas dans un couple, des abominations. C'est dans ça. une situation régulière de mariage, il y a aussi des mauvaises choses. Ah, des fois. absolument. Ben oui, tout à fait. James Langlois, c'est très intéressant tout ça. Je pense que le plus intéressant, ce serait d'aller lire directement le document plutôt que de se fier à ce que tout le monde en raconte. Ah qui est pas oui, toujours ça adéquat, hein. définitivement. Ouais, ouais. Alors, Comment on fait? On écrit sur Google, tout simplement, là, Fiducia Supplicans ou de déclaration, signification pastorale des bénédictions. Tout est là, accessible en ligne sur le site du Vatican. Et on le mettra aussi en description, en commentaire de notre émission sur les plateformes YouTube et Facebook. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup. De rien. Brigitte Bédard, le 31 décembre dernier, le célèbre acteur de 38 ans, Shia LaBeouf, a reçu le sacrement de confirmation. On peut dire donc qu'il a été reçu du même coup officiellement dans l'Église catholique. On connaît Shia LaBeouf, entre autres, pour ses films Transformers en 2007, Fury en 2014, Le Cri du Faucon en 2019 et plus récemment, Padre Pio en 2022. Alors, Brigitte, là, qu'est-ce qui a mené Shia LaBeouf, qui avait, disons, une vie plutôt désordonnée avant de ce qu'on en sait, à changer de vie et tout d'un coup croire à Jésus-Christ? C'est une histoire extraordinaire, en fait. Il faudrait écrire un livre là-dessus. Bon, là, je te donne 2 minutes, Ça va Brigitte. peut-être venir. Écoute, c'est un gars que je trouvais déjà très sexy, là. Mais là, de savoir que l'intérieur est aussi beau que l'extérieur, ça en fait un gars vraiment très attirant. Et c'est un gars qui a donné une entrevue à l'évêque Robert Barron sur YouTube, qui est disponible en ligne de, je pense, c'est 1 heure de temps ou 1h30, je ne sais plus trop. C'est du bonbon. Il faut aller voir ça. Il raconte lui-même les circonstances de sa conversion. Et il y a eu beaucoup de papiers décrits et je conseille à tout le monde d'aller vraiment écouter Shia Ce serait quoi en le parler point lui-même. tournant rapidement? Écoute, ça a été vraiment que sa vie tombait en lambeaux en 2020. Il avait été accusé d'agression, il se battait. Il est beau, mais pas tout le temps fin. Oui, c'est ça. Il était, mais tu sais, on comprend qu'il y avait un problème d'alcool et de drogue, de consommation excessive. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en 2020, avec la pandémie et tout ça, il s'est retrouvé à faire des réunions en ligne sur Zoom. Donc, on comprend que c'est des réunions anonymes, là. Et parmi ceux qui étaient là en ligne avec lui. Réunion anonyme, tu veux dire comme d'alcoolique anonyme. Oui, c'est OK. ça. Et il se retrouve avec, en Zoom, Abel Ferreira, qui est un réalisateur. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir Bad Lieutenant, c'est vraiment bon. Donc, lui, c'est un réalisateur de films italien qui fait partie aussi des anonymes avec lui et qui le reconnaît, évidemment, puis qui dit comme ça, à brûle-pourpoint, « Est-ce que tu connais Padre Pio? » Puis Shia répond, ben non, je le connais pas du tout. Ben il dit, Padre Pio, en Italie, c'est comme Elvis, tu sais. Je veux dire, il y a une statue de Padre Pio dans toutes les maisons, il y a des posters, c'est comme la vedette, tu sais. Donc, si ça t'intéresse, moi, je veux faire un film sur Padre Pio, et si ça t'intéresse, je te verrais là, de faire Padre Pio, tu as le portrait, mais renseigne-toi sur les Capucins, parce que Padre Pio, c'est un moine capucin de la grande famille de Saint-François d'Assise, là. Donc, il dit, va pas très loin de chez toi, il y a un séminaire qui s'appelle San Lorenzo, en Californie, là. Et il dit, va te renseigner. Alors, Shia, il dit, ben, puis il raconte ça dans une entrevue, c'est savoureux, il dit, Dieu est venu me chercher par mon ego. Parce qu'il dit, mon ego fait en sorte que moi, je pensais que quand Abel Ferreira m'a dit ça, ma carrière allait reprendre parce que sa carrière était finie. Et donc, il est allé au monastère en question et là, il a rencontré les moines qui l'ont accueilli, évidemment, parce qu'eux autres, ils accueillent tout le monde. Que ce soit une vedette, ils s'en fichent, eux autres. Tu sais.
Fait que lui, il a dit, ben oui, je me prépare pour un rôle, tout ça, Padre Et Pio. donc, je comprends que c'est en fréquentant ces frères capucins-là. Oui, puis les frères capucins n'ont pas juste dit, ben oui, viens vivre avec nous. Non, ben si tu veux connaître Padre Pio, il faut que tu lises l'Évangile, parce que Padre Pio, c'était un solide Évangile, tu sais. Donc, il s'est mis à lire la Bible et Chaya dit, moi, l'image de Jésus, c'était comme un Jésus efféminé. Tu sais, sa mère était juive, son père était chrétien, il n'a pas été élevé dans la foi du tout. Il a fait une bar mitzvah complètement à côté de la plaque. Puis là, il s'est mis à lire l'histoire de Jean le Baptiste. Et c'est Jean le Baptiste qui, le mâle alpha, là, tu sais, qui mange des sauterelles, qui est poilu, qui crie, qui est viril, tu sais. C'est ça qui est venu le chercher. Et c'est à partir de Jean le Baptiste qu'il s'est mis à plonger dans l'Évangile. Et c'est là qu'il y a eu la lumière. Il a tombé en amour. Puis il explique aussi que lui, c'est un gars d'immersion. Comme acteur, il ne veut pas jouer un rôle, il vit le rôle. Donc, il va tout faire pour que les conditions extérieures fassent qu'il puisse vivre vraiment le personnage. Il s'agit de voir le film Fury pour s'en rendre compte, où il joue justement un chrétien. C'est là que ça a commencé. Il explique que c'est là que son interrogation pour Dieu a commencé. Et là, ici, il dit, c'est peut-être ce désir d'immersion, ce besoin d'immersion qui fait que j'ai été attirée vers le catholicisme. Parce que quand on célèbre la messe, c'est vraiment comme une immersion dans le sacrifice du Christ. T'sais. Quelqu'un qui, tu sais, moi, même quand je me suis convertie, la messe, je ne comprenais rien. Là, dans son cheminement. Oui, absolument. Puis il a eu besoin de se faire expliquer c'est quoi qui se passe pendant une messe. Puis moi, j'écoutais ça, j'étais là, mais aïe, il a vécu vraiment la même chose que moi en 2001. J'ai eu besoin que quelqu'un s'assoie à côté de moi pour m'expliquer c'est quoi qui se passe dans une messe, tu sais. Pourquoi on se met à genoux, pourquoi il y a une cloche, pourquoi il y a... Et c'est là qu'il a commencé à s'immerger dans le sacrifice du Christ et sa résurrection, puis qu'il pouvait communier à lui. Donc, il a reçu cette confirmation le 31 décembre 2023, et maintenant, il veut être diacre. Alors... Bon. Il nous reste 30 secondes, Brigitte. Comment est-ce que tu as reçu personnellement cette nouvelle-là? Est-ce que tu vois ça comme un signe des temps de la conversion de Shia LaBeouf? Oui, je vois vraiment ça comme un signe des temps, avec aussi des conversions de plusieurs vedettes d'Hollywood, avec tout le phénomène de Chosen qui grossit de plus en plus. Il y a comme un signe des temps où vraiment... Le Seigneur, Dieu veut qu'il vienne te chercher tout le temps quand tu es au fond du baril. Tu sais, un peu comme dans les anonymes, on va te dire ça. Quand tu es au fond, là, ben, tu ne peux pas aller plus creux. Fait que tu peux juste te donner une poussée pour en remonter. C'est un peu le Dieu béquille, ça, certains diraient. Ben, oui. Dieu, c'est fait pour les poquer. Là. On a tous besoin d'une béquille, c'est ça que je comprends. C'est pas fait pour ceux qui vont bien, c'est sûr. C'est pour ceux qui sont dans le fond du baril. Et je pense que ça, c'est un signe des temps que Dieu vient nous chercher par notre ego, par tout ce qui créait notre chaos. Il vient nous chercher dans ce chaos. Ça va peut-être faire mouche chez d'autres acteurs. Oui, j'ai une liste longue, mais j'ai pas le temps de vous en parler. On mettra en tout cas l'entrevue avec l'évêque Robert Barron et Shia LaBeouf en commentaire de notre émission. Touchant, vraiment, c'est beau. Merci, Brigitte Bédard, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est le moment de vous partager notre coup de cœur culturel de la semaine. James Langlois, tu as lu et aimé l'essai québécois Les Têtes brûlées de Catherine Dorion, qui a fait les manchettes, disons, avant Noël. Qu'est-ce que tu as aimé dans cet essai? Écoute, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre qui m'a autant habité, qui m'a autant inspiré, Ouais, je dirais que ça a beaucoup sorti dans les médias comme un livre de dénonciation politique. De règlement de compte. Règlement de compte. C'est vrai qu'il y a un peu mais c'est pas... En tout cas, c'est pas juste là-dessus, mais... D'une part, c'est très intéressant parce qu'elle nous amène vraiment dans les coulisses de son expérience politico-médiatique, de voir tous les dessous de ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre là. Mais aussi, fondamentalement, ça, c'est comme, je dirais, c'est un niveau, mais c'est vraiment un livre de réflexion sur sur la vie, sur notre rapport au temps, au travail, sur le sens de nos relations, de ce qu'on fait aujourd'hui dans notre vie, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on idéalise aussi et de ce qu'on n'est pas capable de faire concrètement dans notre vie. Puis c'est vraiment un cri, une proposition qu'elle lance pour le Québec. Alors moi, j'invite les gens, qu'on aime Catherine Dorion ou pas,
ça vaut vraiment la peine de lire ce livre. Est-ce qu'il n'y a pas même une dimension spirituelle ou religieuse vers la fin du livre ou patrimoniale peut-être? Mais elle est là tout au long du livre, en fait. Son projet, Catherine Dorion, c'était d'amener la poésie en politique. Et ce livre-là est dans la ligne de ce projet-là et continue d'être mu par la poésie. Donc, ça s'appelle Les Têtes brûlées, carnet d'espoir punk chez Luxe Éditeur, publié en 2023. Comme toujours, c'est en commentaire de cette émission sur les plateformes YouTube et Facebook. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aimer, liker, partager, vous abonner à cette émission pour nous aider à rayonner davantage. C'est très important, ça fait vraiment une différence. Antoine Malenfant, j'aimerais que tu nous parles d'un groupe qui s'apprête à sortir un nouvel album, le groupe rock britannique Yard Act. J'ai combien de temps? Je pourrais en parler pendant une demi-heure. Vas-y pour 30 secondes, une minute. OK, c'est vraiment la découverte. Pour moi, c'est la découverte de l'année, mais il y a bien du monde qui ont peut-être découvert ça l'an passé ou l'année d'avant. Là, en 2022, ils ont sorti un album éponyme, là, Yard Act. C'est un groupe britannique chez Domino Records. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Domino Records, là, c'était Franz Ferdinand il y a une quinzaine d'années. C'est comment il s'appelle? Bon, j'ai perdu le nom, mais bref, c'est de l'espèce de post-punk très, très, très rythmé avec des lignes de basse. Si vous aimez les Ramones, si vous aimez les Sex Pistols, si vous aimez Beck, Cake, alors vous allez Est-ce que c'est nihiliste? On voit les paroles du contenu, de quoi ça parle. C'est très nihiliste. Okay. C'est du punk. Pas grande espérance là-dedans, mais bon. Non, mais c'est drôle. Ça en est drôle. Là. Ils jouent là-dessus. Leurs clips sont hilarants aussi, donc je vous invite à aller voir ça. Là, on a une pièce qui s'appelle Dream Job, je pense, aujourd'hui. D'ailleurs, on va se laisser là-dessus cette semaine sur leur nouvelle chanson Dream Job du groupe rock britannique Yard Act. C'est tiré de leur futur album Where's My Utopia, à apparaître en mars 2024. Donc, on va écouter ça. Merci, Antoine. Vous pouvez réécouter, commenter, partager cette émission en tout temps via notre page Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez letradionverbe.com/verbomoteur. Merci à Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace. Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Pass the pot because life is so neat it can't be beat. It's decent. That means decent, not bad. It's alright, yeah.